Bonjour, nous sommes heureux que les 27 dirigeants européens aient accepté la proposition de la Commission européenne visant à porter l'action climatique à un nouveau niveau d'ambition. Cet accord est le feu vert pour l'intensification de l'action climatique dans l'économie et la société européenne. De la stimulation des énergies renouvelables à la production des batteries les plus durables, au lancement d'une vague de rénovation des bâtiments et au développement de nos transports moins polluants, mais également la protection et la restauration de notre nature. Ceci n'est pas une tâche qui incombe uniquement à l'Europe, bien sûr. L'Europe ne représente que moins de 10% des émissions mondiales. Le changement climatique est plus qu'un problème européen, c'est un problème planétaire et humain. Et aujourd'hui, il existe un mouvement mondial pour l'action climatique, un mouvement qui compte sur toutes les nations puissantes, mais aussi sur d'innombrables villes, ONG et personnes mobilisées. L'Europe veut ainsi contribuer au mouvement et le faire grandir. Nous sommes prêts pour des engagements plus ambitieux avec des pays aux objectifs similaires, comme l'Algérie, à laquelle nous apportons notre aide et notre soutien sur ces questions. Et c'est bien plus que réduire les émissions, il s'agit aussi de la finance verte, il s'agit de restaurer la biodiversité, il s'agit d'une nouvelle économie circulaire qui crée des emplois et de la prospérité tout en préservant la nature. Beaucoup de choses doivent changer pour que notre planète puisse rester la même pour la prochaine génération. Nous vous proposons ainsi cette table ronde sur la situation du changement climatique en Algérie, mais surtout les perspectives à venir. Avec l'intervention d'éminents spécialistes, M. Moufok Azoug, maître de conférence sur le climat à l'université de Béjaïa, M. Kamel Jemouaï, consultant sur le changement climatique, l'environnement et le développement durable, M. Karim Tadjani, passionné par l'écologie et l'environnement en Algérie et créateur du site spécialisé Nouara, le tout animé par Mme Besma Beljaoui, présidente de la Fondation algérienne pour l'écologie et l'environnement Synergia. Bon visionnage à vous. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos éminents chercheurs, écologistes et environnementalistes dans cette table ronde intitulée « Le changement climatique, quelles perspectives pour l'Algérie ?» Donc, le changement climatique ou dérèglement climatique correspond à une modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre. Donc, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique considère le réchauffement climatique comme un problème de pollution, comptabilisé au moyen d'une unité de CO2, donc unité équivalente à une tonne d'émissions de CO2, que les mécanismes du marché parviennent facilement à réduire à moindre coût. Peut-être qu'on devrait changer cette approche. Peut-être aussi qu'on devrait changer de réflexion, de penser autrement, de produire autrement et de consommer autrement aussi. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir parmi nous aujourd'hui professeur Djemouaï Kamel, expert international sur le changement climatique, le docteur Moufok Azoug, maître de conférences en sciences environnementales à l'université de Béjaïa, et monsieur Karim Tijani, écologiste passionné et créateur du site de référence algérienne Nouara. Monsieur Karim Tijani, si vous le permettez. Donc, la première question qui me vient à l'esprit comme ça, c'est est-ce que c'est vraiment possible de parler en 2020 d'une expérience climatique algérienne, à la fois concrète et aboutie? Cette question, elle a pour moi déjà commencé à être abordée avec la question de la désertification, en fait, de la lutte contre la désertification. Et l'Algérie, dès la fin des années 60, début des années 70, notamment avec le barrage vert, avec ce projet qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas qui a eu lieu, qui est un projet qui a laissé sa trace d'expérience à ne pas reproduire et à améliorer. Eh bien, il y a eu cette première expérience donc de volonté d'atténuation et je dirais même en quelque sorte d'adaptation
au changement climatique, en tout cas à travers cette question de la désertification. Et puis, pendant longtemps, donc à partir du milieu des années 90, bien l'Algérie, elle va être vraiment plutôt dans une logique donc héritière, à mon avis, de la déclaration de Cocoyoc au Mexique. Donc une vision un peu tiers-mondiste, non alignée, où l'Algérie va vraiment insister sur la notion donc de responsabilité commune mais différenciée. L'Algérie, pays qui n'a pas une responsabilité historique avérée, mais qui est très vulnérable, à ces questions du climat. Rappelons-le rapidement qu'aujourd'hui, à l'échelle de la moyenne nationale, en fait, de l'élévation des températures, elle se situe à 0,74 degrés, alors que notre région, et particulièrement l'Algérie, eh bien, ça se situe plutôt donc pour le 21e siècle aux alentours de 1,5 voire 2%, 2 degrés, excusez-moi. Donc, ce qui fait de l'Algérie et de la zone nord-africaine une région à l'avant-garde des changements climatiques. Et avec 2015, avec l'accord de Paris, il va y avoir un revirement en fait de discours. L'Algérie qui va d'ailleurs participer activement à cet accord, au dialogue de cet accord. Et là vraiment, il y a cette idée vraiment où la notion de responsabilité commune revient un petit peu plus en avant, et chaque pays donc doit, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a ratifié cet accord, ce qu'a fait l'Algérie a été un des premiers, d'ailleurs, des pays, les premiers pays à le ratifier, si je ne m'abuse, en octobre 2016. Et donc là, il est question vraiment d'avoir une véritable action d'atténuation et d'adaptation avec toute une stratégie et toute une organisation, une mise en place de tout un cadre institutionnel, voilà, que l'Algérie, donc à partir de 2016, s'engage à créer. Et 2016, aujourd'hui on est en 2020, c'est le laps de temps est assez court, et donc l'expérience donc de l'Algérie dans ce domaine reste quand même assez, comment dirais-je, assez récente pour cette deuxième étape. L'Algérie, pays qui a pendant très longtemps énormément importé de choses, eh bien participe à ces émissions de façon indirecte. Il ne faudrait pas qu'on ait le discours un petit peu des Européens qui, à un moment, justement, n'ont pas assez pris en compte les émissions dues à la délocalisation de leur industrie dans les pays asiatiques, notamment comme la Chine. Donc ça, c'est un préalable très important de comprendre qu'aujourd'hui, cette négociation, en fait, parce qu'il s'agit vraiment d'une négociation, c'est une négociation qui a une valeur géopolitique aussi, et on doit assumer nos responsabilités. Concrètement, ce qu'on doit attendre aujourd'hui, c'est surtout dans la question de la recherche, en fait. Je pense que vraiment, aujourd'hui, le préalable le plus important, c'est la recherche et le renforcement des capacités, vraiment l'accentuer, l'améliorer encore, et beaucoup plus que, je pense, les financements. Même si, aujourd'hui, le facteur économique, avec la menace d'instabilité qui est autour de l'Algérie quand même. C'est-à-dire le financement. De recherche. Je pense que vraiment, il faut vraiment travailler aujourd'hui. Ça, c'est mon humble avis. Hein. Je ne dis pas qu'il est forcément le plus pertinent, mais moi, comment je ressens les choses, je vois aujourd'hui un pays qui ne mise très peu sur la recherche. Or, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de manière générale et particulière, eh bien, a besoin énormément de beaucoup plus de visibilité. Et aujourd'hui, on doit développer, en collaboration justement avec des universités, avec des centres de recherche étrangers, un savoir-faire. On doit travailler en collaboration pour vraiment acquérir beaucoup plus d'expérience et de qualité et de visibilité dans ce domaine. Et à ton avis, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle peut apporter au régime climatique international à son tour? Ben, c'est ce que je disais, c'est ce que j'évoquais en fait tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas voyager en Algérie. Je pense que tous les gens qui ont voyagé à travers ce pays, eh bien, c'est voyager dans le climat aussi, déjà. Parce que quand vous allez du nord jusqu'au sud, vraiment, vous faites un véritable voyage à travers le climat. Parce que l'Algérie aussi fait partie d'une région
qui en fait est un peu à l'avant-garde de cette question, puisque la moyenne mondiale de hausse de température à l'échelle planétaire, c'est 0,74 degrés Celsius, alors qu'en Algérie et au Maghreb, on est plus autour des 1,5 et des 2 degrés Celsius. Donc, je pense que l'Algérie est un véritable laboratoire qui n'est pas du tout exploité, un laboratoire justement et aussi une véritable bibliothèque d'information, une bibliothèque autant en ce qui concerne sa biodiversité, je parlerai surtout celle du Sud d'ailleurs, hein, parce que le Nord malheureusement a été beaucoup touché par l'action anthropique. Hein. Et puis voilà, je pense que l'Algérie, sa culture aussi, ses cultures, quand on parle d'économie circulaire, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, nous, les pays dits du tiers-monde, nous avions des réflexes, que nous avons d'ailleurs oubliés aujourd'hui, qui sont vraiment ceux justement du réemploi, du recyclage, de la réutilisation. Voilà, donc je pense qu'on a ce genre de choses à apporter. D'accord. Merci beaucoup, Karim. Donc, je vais passer au docteur Azoud. Marhaba bik. Merci. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, vous êtes maître de conférence en sciences environnementales à l'université de Béjaïa, docteur en paléonto-océanographie et également, vous avez une maîtrise en océanographie et environnement marin. Donc, docteur Moufar, l'Algérie et le Nord africain sont-ils considérés comme des zones à haut risque pour les changements climatiques? Bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir permis d'assister à cette. Marhaba bik. Bienvenue. Alors, pour l'Algérie, bien évidemment, hein, l'Algérie qui se situe, si vous voulez, à la lisière du désert, est une zone ultra sensible au changement climatique, tout comme le Sahel. Hein. Vous savez, des experts internationaux sur le climat ont défini plusieurs hotspots ultra sensibles au réchauffement climatique. L'Algérie en fait partie, comme tous les pays du pourtour méditerranéen, c'est-à-dire le sud de l'Europe et puis le nord de l'Afrique. Et par rapport à ce que vient de dire M. Tidjani, donc la hausse de température mondiale est de 1,2 degré en 2020, largement supérieure à 0,74 degrés. Et l'Algérie, elle est autour de 1,5-1,6 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Alors, les impacts, en fait, on s'en est aperçu, hein, rien que depuis les années 50, d'après les experts, d'après les articles que j'ai pu lire. Donc, les précipitations en Algérie ont diminué à peu près de 10 à 30% rien que depuis les années 50, vous imaginez. Et si le réchauffement se poursuit au rythme actuel, on risque d'avoir une diminution encore beaucoup plus importante à l'horizon 2100. Et en question d'océan Comment? Et question changement climatique sur les océans et les mers? Alors, les océans et les mers, nous avons deux changements majeurs qui sont liés au changement climatique. Vous avez la dilatation thermique des océans, mais aussi l'apport de la fonte des glaciers et des glaces continentales. Donc, vous avez l'élévation du niveau de la mer, mais le problème le plus important, c'est l'acidification des océans. D'accord. L'acidification des océans, en fait, elle est liée au fait que lorsque les océans absorbent du CO2, ils se transforment en acide carbonique, et l'acide carbonique se dissocie pour former des ions H+. Donc, ça contribue à la diminution du pH. Et un océan qui s'acidifie, ce sont tous les organismes calcaires qui risquent d'en pâtir. Si vous voulez, par exemple, un exemple sur le bassin algérien, il y a un article qui est sorti en 2020 hein, qui a estimé justement le taux d'acidification du bassin algérien. Il est autour de 0,1 unité de pH depuis la période pré-industrielle. Autrement dit, les ions H+, c'est-à-dire la concentration de ces ions qui quantifient l'acidité, a augmenté de 30% depuis la révolution industrielle. D'accord. Et si on va parler un peu aussi de biodiversité, donc quelle est la réalité du changement climatique sur la biodiversité et les écosystèmes en général, à votre avis? Alors, le changement climatique, il impacte la biodiversité à plusieurs niveaux. D'abord à l'échelle individuelle, c'est-à-dire si vous avez un changement de température, du taux d'humidité, un changement beaucoup plus des saisons, ça c'est le truc qui fait le plus mal à certaines espèces, c'est-à-dire il y a certaines espèces par exemple qui calent l'arrivée de leur juvénile, c'est-à-dire la période de la reproduction, sur le pic de disponibilité des proies. Et il se trouve qu'avec le changement climatique, eh ben, on a une modification de la saisonnalité, ce qui fait que certaines espèces, quand elles se reproduisent, l'arrivée des juvéniles ne coïncide pas du tout
avec la disponibilité de leur proie. C'est ce qu'on appelle en écologie le mismatch. C'est-à-dire, il y a un décalage entre l'arrivée des juvéniles et puis la disponibilité de leur proie. Ça, c'est l'un des impacts majeurs du changement climatique sur les espèces. Vous avez aussi un autre problème qui est la migration des aires bioclimatiques. C'est-à-dire un climat qu'on a aujourd'hui à Béjaïa, dans 10-15 ans, il va se retrouver au milieu de la Méditerranée. Il y a certaines espèces qui ne peuvent pas migrer, donc elles ne peuvent plus s'adapter au nouveau climat qui s'est installé dans la région d'origine. C'est ce qu'on appelle la migration, si vous voulez, des étages ou des aires bioclimatiques. C'est-à-dire, par exemple, le climat de Marseille, dans 50 ans, il va se retrouver peut-être vers Lyon ou voire vers Tours, par exemple. Si je prends le cas de la Chine, c'est grâce au transfert technologique, notamment de la France, des États-Unis, enfin, des pays développés, que la Chine a pu quand même développer sa technologie, sa science, etc. Oui. Donc, en ce qui concerne l'Algérie, oui, je trouve que l'Algérie doit investir. Hein. De toute façon, la ressource humaine, elle est inévitable si l'on veut, si vous voulez, s'inscrire dans une démarche à la fois de développement, mais aussi de modernisation de connaissances, et puis d'acquisition des technologies nécessaires, justement, pour lutter contre le changement climatique. Je vais parler de deux choses en ce qui concerne la recherche scientifique. Si je prends le cas, par exemple, de l'Algérie, elle est citée, par exemple, dans la séquestration géologique du CO2. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Ain Salah, il y a un gisement de pétrole qui a été, si vous voulez, qui a été exploité. Et puis après l'exploitation, on a pensé que ça serait bien de tester une séquestration géologique du CO2, c'est-à-dire le captage du CO2 directement après la combustion et le mettre dans des couches profondes. Dans des couches profondes. Ce site d'Ain Salah, c'est parmi les sites les plus importants au monde où l'on séquestre géologiquement du CO2. On séquestre à peu près 1,2 million de tonnes de CO2. Si vous voulez avoir une idée de la quantité de CO2 émise par l'Algérie chaque année, c'est à peu près 160 millions de tonnes. Donc, c'est assez important. Bon, oui. 1,2 million de tonnes, c'est pas terrible, mais cette technologie ou ce procédé, si vous voulez, est essentiellement exploité par les Américains. Donc, si l'Algérie pouvait, si vous voulez, maîtriser ce procédé géologique, et en plus, sa séquestration géologique du CO2 est pensée, si vous voulez, et est estimée comme étant l'une des méthodes les plus efficaces pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Vous avez un deuxième point aussi, la géothermie. L'Algérie est considérée aussi comme étant un Eldorado géothermique. Si exactement. Géothermie et aussi en géocooling. C'est un procédé innovant où on pourrait faire de la climatisation avec de la géothermie. Exactement. Et bien, si l'Algérie, par exemple, pouvait profiter de l'expérience islandaise, l'Islande, c'est l'un des pays qui a le plus investi dans la géothermie. Donc, cet aspect échange, transfert technologique et même développement de la recherche scientifique, c'est un secteur où, si vous voulez, c'est un pilier pour justement répondre et s'adapter à ce changement climatique. Donc, en résumé, un peu plus de transfert de technologie, peut-être aussi oui, de transfert de… Il faut qu'on investisse aussi. Parce que les pays développés ont beaucoup d'avance sur nous, on ne peut pas les rattraper comme ça en 1 an, en 10 ans, etc. Donc, il faut qu'il y ait un transfert dans un premier temps, mais il faut que l'Algérie aussi investisse beaucoup dans la recherche scientifique. Exactement. La Commission européenne a lancé le 9 décembre un pacte européen pour le climat, une initiative à l'échelle de l'Union européenne invitant les individus, les communautés, les organisations à participer à l'action en faveur du climat et à construire une Europe plus verte. Voilà. Et pensez-vous qu'un pacte africain ou nord-africain serait nécessaire ou serait bon pour aligner la gouvernance climatique de ces pays au reste du monde? Je pense que tout est faisable. Encore faut-il qu'il y ait la stabilité politique nécessaire, la conscience aussi citoyenne nécessaire et aussi le niveau de développement nécessaire. Les pays européens, s'ils sont parvenus aujourd'hui à s'inscrire pleinement dans cette démarche de lutte contre le réchauffement climatique, c'est parce que ce sont des pays pour la plupart développés, ce sont des pays dotés d'une grande conscience citoyenne, et puis il y a tout un background de connaissances environnementales qui est quasiment acquis pratiquement par la majorité de la population européenne. Est-ce que c'est transposable en Afrique? Je ne sais pas du tout. Alors là, j'avoue toute mon incompétence par rapport à ce sujet. Je passe au professeur Dmouaï Kamal. J'ai l'honneur et le plaisir de vous donner la parole pour voilà un peu nous parler de changement climatique. Vous êtes expert international
en changement climatique, en environnement et en développement durable. Donc, l'Algérie a été l'un des premiers pays d'Afrique à ratifier toutes les sections, les accords internationaux sur la protection de l'environnement, y compris le protocole de Kyoto et la Convention de Barcelone. Quelles sont les actions prises concernant l'atténuation du changement climatique en Algérie depuis? L'Algérie fait partie de l'ensemble des pays du monde. Et l'Algérie, en s'engageant et en devenant partie à des accords internationaux, doit essentiellement, je dirais, assumer certaines obligations et certaines responsabilités au niveau international qui se répercutent et bien sûr qui ont des retombées au niveau régional, sous-régional et surtout national. Donc, j'allais répondre à votre première question en matière d'atténuation parce que l'effort que doit faire l'ensemble des pays est un effort qui doit être collectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de faire face à cette situation. Bien sûr, notre priorité, c'est l'adaptation, mais l'atténuation, elle est essentielle. Maintenant, qu'elle se fasse en économie circulaire ou autre, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs outils et instruments. Et chaque pays met en place ses stratégies ou sa stratégie et son plan d'action ou programme d'action conformément à son contexte national, c'est-à-dire qui est adapté au contexte national, à l'ensemble des secteurs d'activité concernés et autres. Maintenant, vous dites économie circulaire, économie linéaire. Il y a des avantages et des inconvénients, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. L'économie circulaire n'est pas peut-être un dispositif intéressant, productif, mais il faut toujours garder en tête qu'il faut avoir l'organisation appropriée, les cycles appropriés, le dispositif approprié, mais surtout la ressource humaine et la gouvernance qui va avec. On ne peut pas faire de l'économie circulaire quand on n'a pas quand on ne peut pas boucler l'ensemble des paramètres et des éléments que nécessite une économie circulaire d'une part, mais d'autre part, les coûts et les retombées financières ou bien les investissements initiaux en amont sont quelque chose d'extrêmement crucial et important avant de se lancer dans un tel dispositif. Lier ça à la question, je termine, lier ça à la question des changements climatiques, à l'atténuation ou même à l'adaptation, parce que l'économie circulaire peut être efficace, que ce soit pour l'adaptation ou l'atténuation. Lier ça, il faudrait toujours situer le lien avec les changements climatiques vis-à-vis des engagements d'un pays à l'international, d'une part, et de ce qui peut bénéficier de cet international dans lequel il fait partie. Vous avez bien cité, ceux qui m'ont précédé ont bien cité la nécessité d'un transfert de technologies appropriées, mais aussi d'un financement et d'une disponibilité financière à l'international, conformément aux responsabilités historiques de ceux qui sont à l'origine de la situation de la pollution. On se trouve. Maintenant, faire des efforts nationaux. Je pense que l'Algérie, en 2015, en initiant ou en annonçant officiellement sa contribution déterminée à l'accord de Paris, et que ça a été cité de 7 à 22%, inconditionnel et conditionnel, montre clairement que l'Algérie est là pour faire les efforts qu'il faut à ce niveau-là. D'accord. Donc, quels seraient les outils, à votre avis, adaptés au contexte algérien pour justement s'adapter au changement climatique? Quels seraient ces outils-là? Ça dépend, ça dépend. C'est des stratégies sectorielles qu'il faut avoir. C'est des stratégies sectorielles réalistes et répondant au contexte qu'on est en train de vivre. Maintenant, beaucoup disent que non, c'est vrai que l'Algérie est en train d'essayer de développer ce qu'on appelle, en plus de son plan climat national, elle est en train d'essayer de
de lancer une initiative pour un plan d'adaptation, un plan national d'adaptation. Et bien sûr, ça concernera l'ensemble des secteurs. Pour s'adapter, non seulement chaque secteur doit faire des efforts, mais aussi à différents niveaux. Il y a un niveau national, il y a des niveaux, je dirais, selon la répartition administrative que nous avons, wilaya et commune ou intercommunale. Donc, mais dans cette adaptation, il ne faut pas voir seulement ce qu'on va faire dédié au changement climatique. Il faut déjà commencer par faire un bilan de l'ensemble des actions et des projets qui sont en cours, qui sont menés en cours. Le point cité ou la vulnérabilité citée par les deux précédents présentateurs en matière de ressources en eau, par exemple, en matière de littoral, l'Algérie fait beaucoup d'efforts, les autorités, les agences, etc., font beaucoup d'efforts en matière de déchets, en matière... Et déjà, il faudrait commencer à comptabiliser ces efforts parce que ces efforts ont déjà un lien avec les changements climatiques, que ce soit en matière d'adaptation ou atténuation. Et connaissant ou ayant un bilan le plus précis possible, parce qu'il est impossible d'aller au parfait, il serait utile et important de savoir comment compléter. La contribution déterminée au niveau national de l'Algérie dans le cadre de l'accord de Paris mentionne 4 ou 5 secteurs dans lesquels ou par rapport auxquels elle est prête à s'engager de manière inconditionnelle et conditionnelle. Maintenant, c'est un tout à revoir et ajuster, à actualiser pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment on est en train de faire et quel est le lien avec les changements climatiques et les retombées. Par exemple, si on prend des indicateurs pour identifier le niveau de réduction de gaz à effet de serre, comme vous l'avez bien cité en introduction, c'est-à-dire c'est des émissions équivalentes CO2 de chaque activité ou action menée en Algérie qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en matière d'adaptation. Si vous prenez les ressources en eau, si vous prenez l'agriculture, le secteur de la santé et autres, la mesure ou l'indicateur de mesure, c'est quelle est la population ou le nombre de populations qui bénéficient de certaines actions et certaines activités. Prenons par exemple le rail, l'électrification du rail. On avait un rail à diesel, avant, mais maintenant on a le rail électrique. Est-ce qu'on a comptabilisé cet effort de réduction sur fonds propres de l'Algérie et est-ce qu'on l'a valorisé et mis en valeur que voilà, l'Algérie, à travers certains programmes nationaux, avec des besoins nationaux, elle participe de manière concrète à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le programme de reforestation, de reboisement, le programme du rail électrique. Il y a pas mal d'actions et d'activités qui nécessitent bien sûr d'être valorisées, d'être comptabilisées et valorisées pour dire que l'Algérie, même si elle a besoin, elle subit des impacts, elle est en train aussi de faire des efforts. Est-ce que aussi un changement de stratégie ou de vision dans notre gestion de déchets pourrait aussi aider d'une part à diminuer nos déchets tout simplement et les valoriser en waste to energy et aussi diminuer les gaz à effet de serre puisque ce gaz peut produire après de l'électricité. Donc, est-ce que vous pensez qu'une meilleure gestion des déchets aussi pourrait aider ce secteur inclusif? Je pense que l'Algérie a déjà fait pas mal d'efforts en matière de déchets et ces deux programmes, PROGDEM et PROGDES, qui ont été lancés en 2001 et 2002, ont parcouru un bon chemin vers une valorisation, plutôt une maîtrise avant, une gestion plus efficace et une valorisation des déchets. Ça a été une étape qui est ce qu'elle est. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, l'Algérie peut faire plus et mieux.
en matière de gestion des déchets liés aux réductions des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation aussi, mais aussi en tant que besoin socio-économique et surtout social ou de gestion et d'organisation des villes. Il est important, à mon sens, à mon humble avis, de ne penser déchets, de repenser les déchets à travers un tri et un recyclage. Le tri en amont, il est très important. On est en train de faire des efforts, mais tant qu'on ne trie pas nos déchets en amont, il est très difficile, par exemple, d'aller vers une économie circulaire, comme vous l'avez suggéré, ou bien de valoriser et de gagner un peu d'argent de cette source de revenus, je dirais, illimitée. Maintenant, l'élément essentiel est de faire beaucoup d'informations, de sensibilisation, de communication auprès des citoyens pour qu'il y ait un tri en amont, un tri au moins des principaux déchets, principales catégories de déchets essentiels, comme papier carton, comme tout ce qui est verre, etc. Il est indispensable d'aller vers ce dispositif de tri. Mais si on demande aux citoyens, aux commerçants, à celui qui a une usine de faire le tri et de déposer ses déchets triés avec des dates et des horaires bien précis, etc., il faudrait aussi que les dispositifs qui accueilleront et qui transféreront et qui accueilleront ce matériau ou je dirais même cette matière première ou cette ressource qui soit mis en place, en matière de tri, de valorisation et comme vous l'avez dit, waste to energy, c'est important. L'autre élément qui soit lié essentiellement à des revenus, je dirais, économiques et financiers qui pourraient être profitables de manière palpable pour le citoyen. Il faudrait que le citoyen ressente que à travers ce dispositif de déchets ou bien à travers son effort de tri, etc., et que son environnement, son milieu soit plus propre, moins encombré, etc., et que les choses se fassent de manière disciplinée en matière d'horaire, en matière d'enlèvement, etc. Donc je sais que c'est des éléments qui peuvent être importants, mais il est très très difficile qu'ils soient appliqués sur le terrain dans le contexte actuel. Il est vraiment très très difficile. Et la ressource humaine ou l'être humain devrait être au centre de tous ces dispositifs. Ce n'est pas la Casbah d'Alger ou bien Tefilelt à Radaya ou autre quartier. À Dodan, on fait la collecte des déchets. On n'a pas besoin de technologie. Il faudrait bien les faire. C'est une question de gouvernance, d'organisation et de vraiment connaître nos priorités et de quelle manière est-ce qu'on voudrait solutionner ces problématiques, mais pas déplacer les problèmes. On fait que déplacer les problèmes dans beaucoup de situations, essentiellement en matière de gestion des déchets. Très bien, merci. Merci à vous. J'espère que voilà, on se verra dans d'autres conférences, Inch'Allah. Et à très bientôt. Merci. Merci.